À contresens de l'éthique, de l'urgence écologique et des objectifs de santé, la consommation de viande est en augmentation en France. Pour analyser la situation et réfléchir aux moyens de lever les obstacles, l'AVF a organisé une journée d'études à l'Assemblée nationale le 19 juin 2023, sous le parrainage des députés Gabriel Amar et Anne Stambach-Ternoir. Lucille Rogissard est chercheuse à l'Institut de l'économie pour le climat. Elle a réalisé l'étude qui démontre l'augmentation de la consommation de viande en France et est venue nous présenter ses résultats. On va accueillir Lucille Rogissard de Life4Sea qui va nous faire la première présentation. Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je m'appelle Lucille Rogissard, je suis chercheuse dans le programme Agriculture-Forêt de l'Institut de l'économie pour le climat. Alors c'est compliqué parce qu'on se présente sous différents noms, mais en fait on s'appelle Institute for Climate Economics, ça fait un cycle I4CE. Mais en français, on peut dire l'Institut de l'économie pour le climat. On se présente comme un think tank. En termes de statut, on est une association et notre mission, c'est de faire de la recherche sur les politiques publiques pour lutter contre le changement climatique. On travaille sur un tas de sujets différents, l'énergie, les transports, les bâtiments, la finance et aussi donc l'agriculture et la forêt. Et c'est à ce titre que je vais vous présenter donc notre rapport qui a été publié en mars de cette année, qui a été publié aussi en même temps qu'un autre rapport sur la transition de l'élevage et l'implication pour les actifs immobilisés dans les élevages, notamment les bâtiments. Je vous invite aussi à consulter, on a sorti deux publications avec l'IDRI, avec qui on travaille beaucoup sur cette question de l'alimentation et de transition alimentaire. Un premier papier sur, c'était quoi on en a fait deux, voilà, sur justement en fait qui reprend ce constat que la consommation de viande ne baisse pas et que en fait c'est principalement aussi un sujet de politique publique qui n'existe pas ou qui sont trop peu nombreuses, j'y reviendrai. Et un autre article sur la possibilité d'une transition alimentaire qui soit accessible à tous. Donc d'abord, ça a été dit, dans à peu près tous les scénarios de transition, qu'on s'intéresse au changement climatique, à la biodiversité, au bouclage des cycles des nutriments, à la fourniture de biomasse, enfin à peu près, peu importe l'angle qu'on prend, la conclusion c'est il faut diminuer notre production notre élevage en fait, et en particulier le cheptel, donc le nombre d'animaux. Et si ce constat est commun à tous les scénarios de transition, en revanche ils ne sont pas tous d'accord sur à la fois le niveau de réduction qui est nécessaire et l'équilibre entre granivores et ruminants. Donc les ruminants, c'est les vaches, les moutons, les chèvres qui donc ruminent et mangent en gros de l'herbe et émettent du méthane par leur rumination. Et les granivores, c'est principalement les porcs et les volailles qui se nourrissent donc de grains et qui eux émettent moins de gaz à effet de serre, même s'ils en émettent aussi. Il y a tout un tas d'arbitrages autour de ça. Donc, quand je vous dis qu'ils sont pas d'accord sur les ordres de grandeur, c'est qu'on a des scénarios qui disent moins 70% et d'autres moins 20%. Donc, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Donc vous voyez, on a quand même selon les scénarios de transition. Alors j'ai pris là sur l'écran, il y a surtout les scénarios de transition agricole qui prennent au moins comme un des objectifs la neutralité carbone à horizon 2050. Donc on a le scénario TIFA de l'IDRI, le scénario AFTER de Solagro et les 4 scénarios de l'ADEME. Alors j'ai mis le 4e scénario de l'ADEME à part. Nous on l'envisage pas. C'est un scénario qui s'appelle Paris réparateur et il est bien nommé puisque l'atteinte de la neutralité carbone dans ce scénario repose sur des technologies qui sont actuellement pas matures et par ailleurs c'est un scénario qui est particulièrement vulnérable à tout type d'aléas et qui est donc très risqué. Donc pour nous on le considère pas, on affiche juste ces objectifs mais on le considère pas. Donc vous voyez que les objectifs de réduction de la consommation de viande selon ces scénarios est vraiment très différente et il y a aussi des différences en termes d'équilibre entre viande bovine et viande de ruminant et viande de granivore.
Donc la grande question du coup c'est mais est-ce que toutes les viandes se valent? Est-ce qu'on peut pas juste réduire notre consommation de viande bovine? Parce que effectivement, si on prend l'angle vraiment juste climat, la viande de ruminants c'est celle qui émet de loin le plus de gaz à effet de serre et qui donc pour le climat a l'impact le plus important. Mais vous voyez aussi que les autres productions de l'élevage ont des émissions de gaz à effet, enfin un niveau d'émission de gaz à effet de serre par kilo de produit qui est aussi important. Et tout au bout, on a donc les légumineuses qui elles émettent quasiment rien. Mais donc la question c'est est-ce qu'on peut juste substituer et puis plus manger de bœuf et manger que du porc et de la volaille? Alors la réponse c'est non. Pourquoi? Donc les granivores par définition ils peuvent pas valoriser les prairies, donc des surfaces où en partie on peut pas faire grand chose d'autre. Ce qui veut dire que pour les nourrir, il va falloir utiliser davantage de terres arables pour produire les grains qui rentrent dans leur alimentation. Et pas que les grains d'ailleurs. Sauf que déjà aujourd'hui, plus de la moitié des protéines consommées par les volailles françaises sont importées, et ça c'est en partie du soja d'Amérique latine, dont vous savez qu'une bonne partie est associée à de la déforestation. Et en plus, il faudrait, si on avait aussi cette volonté de, pour faire vite, de souveraineté alimentaire où on consomme que ce qu'on produit, il faudrait aussi mobiliser beaucoup plus de terres arables chez nous, sauf que par ailleurs on a des besoins de terres arables pour produire de la biomasse qui est nécessaire à la décarbonation des autres secteurs de l'économie. Donc en fait, c'est juste pas possible, il faut bien réduire la consommation totale de viande et pas uniquement la consommation de viande bovine. Pour information, on y reviendra, dans la stratégie nationale bas carbone à l'heure actuelle, le seul indicateur qui est pris, c'est la consommation de viande bovine. Donc, une des autres grandes questions, c'est comment on mesure la consommation de viande en France. C'est en fait assez compliqué. On peut pas, c'est pas comme la température. On met un thermomètre dehors, on a la réponse. C'est compliqué. Et d'ailleurs, il y a 3 grands types de sources et d'ailleurs 3 grands types de chiffres un peu que vous avez peut-être entendu, qui ont des niveaux de robustesse différents pour justement évaluer une tendance. Le premier type de source, c'est les bilans d'approvisionnement. C'est des statistiques qui sont faites par le ministère de l'Agriculture, qui sont donc à l'échelle nationale et qui correspondent à la production nationale, avec plus les importations, moins les exportations et puis les variations de stock. Et donc ça nous donne en fait ce qui est disponible à la consommation en France. Ça, c'est exprimé en tonnes équivalent carcasse. Donc, quand vous voyez le chiffre, donc aujourd'hui, on est autour de 85 kilos équivalent carcasse par personne et par an. C'est pas ce qui est vraiment ingéré. On a aussi les eaux, le gras, les pertes et gaspillages dedans. Donc, on consomme pas réellement 85 kilos. Il faut enlever tout ça. L'autre type de source, c'est les enquêtes de consommation. Donc les enquêtes de consommation, elles sont faites par différentes institutions publiques et privées. Et le principe, c'est qu'on a un échantillon de personnes à qui on demande de décrire précisément ce qu'ils ont mangé dans la journée. Donc généralement, c'est plusieurs journées et on espère que ce soit représentatif de leur régime sur toute l'année. Et on espère que cet échantillon de personnes soit représentatif de la population. Et donc en plus de tout ça, mais c'est par ailleurs des enquêtes très intéressantes sur plein d'autres aspects. Là, je parle vraiment de la robustesse par rapport à un enjeu d'évaluer une tendance. En plus de ça, mais c'est soumis à tout un tas de biais puisque c'est assez difficile de se rappeler, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, de tout ce qu'on a consommé dans la journée, très précisément les quantités, etc. Et donc, il y a tout un tas de biais de surévaluation, des biais d'observation qui sont que quand on se sait observer, on va essayer d'être plus d'être plus raccord avec ce qu'on pense être bien. Donc typiquement ce qu'on observe, il y a des études qui montrent que les hommes boivent moins d'alcool et les femmes mangent moins gras quand elles sont observées dans des enquêtes de consommation. Voilà. Donc il y a tout un tas de biais. Et puis le dernier type de source, c'est des sondages d'opinion où là on vous demande juste à votre avis cette dernière année, est-ce que vous avez consommé moins de viande? Et généralement on répond oui bien sûr. Et donc là, donc en termes de robustesse, on est au dernier cran. Il y a des biais encore plus importants, évidemment. Donc nous, ce qu'on dit, alors juste pour que vous voyez justement à quel point ça diffère. Donc en bleu, vous avez l'évolution de la consommation de viande selon les bilans d'approvisionnement.
Et en bas, vous avez donc l'écart, ça s'explique en partie par ce que je vous ai dit sur le fait que c'est en kilos équivalent carcasse les bilans d'approvisionnement, donc on a les pertes et gaspillages, les eaux, etc. Et en bas, là en vert, en orange, et vous avez 2 enquêtes de consommation, une publique faite par l'ANSES en orange et l'autre en verte faite par le Crédoc. Et donc vous voyez que sur la même période, on a un moins 12% d'après le Crédoc, alors qu'on a juste un moins 3% d'après les bilans d'approvisionnement, qui peut s'expliquer par tous les biais de ce que j'ai expliqué auparavant. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si l'objectif c'est d'évaluer une tendance, ce qu'il faut regarder, c'est les bilans d'approvisionnement, c'est pas les enquêtes de consommation, parce qu'elles sont soumises à tous ces biais-là, mais elles sont très intéressantes par ailleurs, et voilà. Donc effectivement, on a des dynamiques de consommation de viande qui sont très très loin des objectifs que j'avais présentés juste avant. Donc on a en fait une consommation totale de viande qui ne fait qu'augmenter, puisque cette consommation totale de viande, c'est la consommation moyenne fois le nombre d'habitants. Or, on a une croissance démographique, et donc même quand la consommation moyenne de viande est à peu près stable, en fait la consommation totale augmente. Et donc vous voyez qu'on a une augmentation de la consommation de viande jusque dans les années 90 en moyenne par personne. Puis on a une diminution d'une dizaine de pourcents, et depuis 2013, on a une stagnation. La consommation moyenne de viande par personne stagne, voire réaugmente un peu. C'est encore un petit peu difficile de le dire, mais effectivement ça augmente. Alors la diminution qu'on a pu voir dans les années 90, c'est assez difficile de l'expliquer, mais les explications qui sont souvent données, c'est que y a eu des crises sanitaires qui ont un petit peu érodé la confiance qu'on avait dans la viande, des évolutions de recommandations de santé aussi qui ont évolué, et un prix de la viande qui a aussi augmenté dans les années 2000. Mais effectivement, donc depuis 2013, on a une stagnation. Et donc, comment on explique ça, cette stagnation? C'est que la consommation de viande qui augmente, c'est vraiment la viande qui est consommée en restauration, hors foyer, donc en particulier en restauration commerciale, et c'est la viande qui est contenue dans les plats préparés, les sandwichs, les pizzas, etc. Et c'est exactement cette viande-là qu'on a tendance à oublier quand on nous demande ce qu'on a mangé sur les 24 dernières heures. Donc ça explique aussi pourquoi il y a cette différence de tendance entre les bilans d'approvisionnement et les enquêtes de consommation. Mais il y a certainement d'autres explications, mais en tout cas c'est ce qu'on voit. Par exemple sur la volaille, on a des taux d'augmentation de la volaille qui sont énormes sur la volaille qui est utilisée dans l'industrie agroalimentaire. Alors, donc effectivement, on est loin des objectifs. Donc là, sur ce graphique, vous avez donc à gauche, donc c'est les évolutions observées d'après les bilans d'approvisionnement. En noir, c'est la consommation de viande totale. En bleu, c'est les bovins, et en orange, c'est porc et volaille. Et donc, ce que j'ai mis tout au bout là, dans les cases qui apparaissent pas bien du tout, pas du tout comme sur mon écran. En fait, je voulais mettre un petit peu les objectifs d'après les différents scénarios de transition. Et donc vous voyez qu'on est donc si on poursuit une tendance depuis 2005, c'est ce que j'ai 2015 pardon. Oui, j'ai bien fait ça. Non, sur les 10 dernières années, c'est ça. Si on prend la tendance des 10 dernières années et qu'on la projette comme ça linéairement, on arrive en 2050 complètement hors des clous par rapport aux objectifs des différents scénarios, sauf pour la viande bovine où finalement, effectivement, on est à peu près sur la bonne tendance. Là encore, ça va dépendre des scénarios, ça va être un peu au-dessus si on a des scénarios très très ambitieux. Donc, on n'est pas du tout sur les bonnes tendances. Par ailleurs, on entend souvent oui, mais si on baisse notre production de viande, nos cheptels, mais que la consommation ne bouge pas, on va augmenter les importations, ce qui est mécaniquement tout à fait vrai. Après, il faut un petit peu différencier selon les types de viande. Sur le bovin et sur le porc, alors jusqu'en 2022 où là on a connu une année vraiment très particulière, mais la consommation et la production se suivaient à peu près. Il y avait une légère diminution qui est du même ordre à peu près sur la production et la demande, et du coup
on avait des importations qui étaient à peu près stables. Et par ailleurs, vous voyez que sur le porc, on importe quasiment exactement ce qu'on exporte. Et en fait, ça s'explique par le fait que sur le porc, on exporte les morceaux dont on veut pas, les oreilles, les pieds, etc. Et on importe les morceaux qu'on veut. Mais c'est pas un problème de quantité, quoi. Le gros problème, c'est effectivement sur la volaille, où vous le voyez, on a donc en vert, c'est la consommation. On a une consommation qui ne fait qu'augmenter. Ça augmente de manière vraiment très importante. Et en face, une production qui diminue, notamment en raison d'une perte de compétitivité. Et vous voyez que les importations, elles, en 20 ans, elles ont été multipliées quasiment par 4. Donc là, c'est vrai, si on demande aux éleveurs de diminuer les cheptels et qu'en face, la consommation ne fait qu'augmenter, ça résulte juste en des importations et ça n'a aucun intérêt. Alors, je vous ai mis aussi moutons et chèvres, mais bon, ça, donc, vous le voyez, hein, on consomme beaucoup plus que ce qu'on produit et on importe principalement là de Nouvelle-Zélande. Et pour les produits laitiers, on a une consommation et une production qui sont à peu près stables, malgré des cheptels qui baissent énormément. Pourquoi ? Parce qu'on a des vaches qui produisent beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus de lait par an qu'auparavant. Et ce qu'on entend aussi souvent, c'est, ce qui est sous-entendu souvent, c'est que ces importations viennent de très très loin. Alors effectivement, pour la viande d'agneau, de mouton, ça vient principalement de Nouvelle-Zélande, mais pour toutes les autres viandes, quasiment. L'essentiel des importations viennent des autres pays européens, en fait, et pas vraiment du bout du monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ce constat-là ? Alors déjà, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a très très peu de politiques publiques qui tentent de réduire notre consommation de viande et que la stratégie générale, c'est vraiment une stratégie de responsabilité individuelle de consommateurs. Donc on a effectivement les repas végétariens dans les cantines, ce qui est très très bien, mais ce qui peut pas être suffisant puisque les cantines, ça représente 2% des quantités ou des repas consommés en France. C'est très très peu. Alors évidemment, ce qu'on cherche par là, c'est les effets indirects sur les parents, sur les enfants qui sont des futurs adultes, etc. Mais là, à court terme, c'est pas ce qui va changer la donne puisque vous voyez, ça représente une très faible part des repas qui sont consommés en France. On a un affichage environnemental qui est en cours de développement, qui n'est pas encore mis en place. Et là encore, alors c'est très difficile d'estimer un impact a priori, mais ce sera encore sûrement quelque chose qui va se voir sur le long terme, qui va être assez lent et mettre du temps à se mettre en place. Et puis on a les recommandations la révision des recommandations nutritionnelles pour qu'elles prennent en considération aussi des enjeux climat et environnementaux. Et là encore, dans des effets incertains ou de long terme, on sait ce que ça donne sur les fruits et légumes, c'est pas particulièrement suivi pour tout un tas de raisons. Et donc on a une stratégie d'action publique où en dehors des repas végétariens dans les cantines, on est vraiment sur une philosophie de on donne de l'information et les consommateurs vont agir. Sauf que c'est pas ce qui se passe et ça en plus ça crée des frustrations qui sont vraiment contre-productives à la fois du côté des consommateurs qui essayent, qui ont envie mais qui finalement n'y arrivent pas et du côté des éleveurs et des filières où ils disent oui mais les consommateurs ils disent une chose d'une part et puis de l'autre une fois qu'ils sont dans le magasin ils font des choses complètement différentes. Ils veulent pas vraiment la transition qu'ils demandent. Et donc pour ça nous, ce qu'on dit, et ce qu'on dit notamment avec l'IDRI, avec qui on travaille beaucoup dessus, c'est qu'il faut vraiment changer de stratégie là-dessus et passer à une stratégie de changement des environnements alimentaires. Et donc, pas juste mettre à disposition des informations, mais aller au-delà. Ça peut passer par changer l'offre alimentaire. Donc, on l'a dit, c'est surtout en restauration commerciale et dans les plats préparés que la consommation de viande augmente. Ça peut être une piste. Donc, l'idée, c'est pas seulement de changer des choses dans la restauration collective, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi s'atteler à changer la distribution alimentaire, les grandes surfaces, et la restauration commerciale. C'est aussi changer les représentations sociales. Mais ça, c'est des recommandations pas que pour les politiques publiques, c'est aussi pour les acteurs privés. Changer les messages qui sont véhiculés dans le marketing, dans la publicité, avoir des actions en termes d'éducation à l'alimentation, des programmes télévisés qui ne mettent pas en avant que des plats à base de viande, et potentiellement aussi avoir, mais changer les règles du jeu, l'environnement économique, changer éventuellement la fiscalité sur l'alimentation, pas forcément tout de suite, peut-être à moyen terme. Et il y a aussi des propositions de mettre en place un ETS, un marché d'échange de quotas sur l'alimentation. Voilà.
il y a certainement d'autres manières de faire, mais changer globalement les règles du jeu. Donc ça, nous, c'est ce qu'on dit. Je vous invite aussi à consulter les rapports du réseau Action Climat et de l'IDRI qui font aussi des recommandations sur comment changer tout ça. Et j'espère que j'ai pas été trop longue et je vous remercie beaucoup de votre attention.